Peut-être avant de répondre, je vais d'abord me présenter et expliquer un peu quel est mon travail. En fait, je viens d'abord de l'édition et de l'écriture. Donc là, ma pratique artistique, elle vient un peu après. Je viens pas de ce milieu-là, j'ai pas fait d'école, c'est pas du tout mon parcours en fait. Je viens vraiment de l'écriture et ma pratique artistique est centrée autour de l'écriture. Donc quelque chose qui peut apparaître de l'extérieur comme quelque chose d'assez immatériel, alors que pour moi, le mot a une vraie matérialité et c'est mon matériau de base, c'est ce que je sculpte, c'est ce que je travaille. Mais disons que dans le milieu artistique, du coup, ça me donne une position qui est un peu bizarre, en tout cas pas forcément légitime. En tout cas, cette légitimité-là, moi, ça a été long en fait avant que je puisse y arriver et me définir comme artiste, ce que je ne fais pas forcément. Soit je dis auteur-artiste, soit je dis poète. Poète sans la mythologie qui va avec, puisqu'en France on a une histoire de la poésie qui est quand même assez chargée et je serais plutôt du côté anglo-saxon de la poésie, mais je tiens à ce terme poète en fait. Mais je vais reparler de cette histoire d'écriture qui est essentielle en fait pour moi, mais par rapport au milieu du coup artistique, j'en ai aperçu certaines choses. J'ai commencé d'abord par faire beaucoup de collaborations avec des jeunes artistes, donc écrire, me retrouver dans des circuits artistiques contemporains, des galeries, des festivals, etc. Et à la fois de constater bien sûr ces espèces de disparités de genre et d'en subir aussi les effets. Des anecdotes en fait, elles sont tellement nombreuses qu'on pourrait y rester là toute la nuit, mais ça va de entrer en résidence avec une artiste qui est une artiste... Alors je vais employer des termes qui sont les termes que moi j'emploie au quotidien et je ne sais pas si ça peut paraître choquant ou pas, mais bon, voilà, s'il y a besoin de définir ou d'expliquer, je le ferai volontiers. Mais voilà, donc de me retrouver en résidence par exemple à Paris avec une jeune artiste femme, cisgenre, blanche et de me rendre compte soudainement que dans notre dialogue, en fait, il y a quelque chose qui est faussé. Moi, travaillant beaucoup sur les questions queer, parce que c'est aussi là d'où je viens, la question de la science-fiction féministe, etc. Et soudainement, en fait, d'être confrontée dans le travail même à une espèce d'incompréhension totale et sur les méthodes et sur la vision du monde et sur nos lectures et du coup de me retrouver piégée en fait dans ces situations-là, d'être entourée très majoritairement d'artistes blancs. Ça, c'est une constante. Je veux dire, il faut vraiment aller chercher à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau de la direction, des équipes qui dirigent les lieux institutionnels en France, là je parle surtout de Paris en l'occurrence, au niveau des artistes qui sont en résidence ou qui obtiennent les bourses ou qui sont présents dans les expositions, dans les galeries, les programmes de galeries, les directeurs de galeries, c'est vraiment à tous les échelons en fait que je me prends cette chose-là tout le temps en pleine face, avec une certaine violence. Et en fait, en rentrant un peu dans ce milieu-là depuis pas si longtemps finalement, je suis seulement encore en train de digérer un peu tout ce qui arrive et de réfléchir à quelle stratégie en fait moi je peux avoir en tant qu'artiste hybride et en étant à cheval sur différentes choses, parce qu'il y a aussi cette question du militantisme. Ma pratique, mon agir militant en fait, je ne le dissocie pas du tout en fait de ma pratique artistique, donc c'est des choses qui sont extrêmement entremêlées et l'intersectionnalité elle est aussi à ce niveau-là pour moi en fait. C'est impossible en fait de séparer ces choses-là. Donc dans mon travail, ça vient aussi interférer et nourrir ce que je produis, ce que je montre, qui sont essentiellement autour du texte, mais ça va aussi dans la performance. L'histoire du corps, elle est importante aussi, mais j'en reparlerai. Mais je suis déjà en train de me perdre à la première question, ça va pas du tout, mais il y a cette chose-là qui est effectivement, j'arrive moi en tant que femme, en tant que personne racisée, en tant que personne queer, dans des endroits en fait qui sont extrêmement codifiés et qui ne sont absolument pas inclusifs. Ça, je ne sais pas quoi en faire à part effectivement travailler de l'intérieur, et je pense que ma responsabilité en tant qu'auteur, artiste ou poète, elle est là, c'est-à-dire que de rentrer dans l'institution et d'être comme le cheval de Troie. Ça, pour moi, c'est une vraie stratégie de dire je vais tenir en fait à la question des marges, c'est là d'où je viens, et je vais l'amener à l'intérieur et moi j'ai le sentiment qu'on a cette responsabilité de contamination en fait. Après chacun ses subterfuges et ses positionnements, mais pour moi c'est très important d'amener ces questions-là à l'intérieur
d'endroits et d'espaces en fait où elles ne sont pas pensées, elles ne sont pas déconstruites. C'est très épuisant aussi, mais en tout cas c'est là où je situe l'endroit où je situe mon travail, il est là. Ça passe dans l'écriture, c'est la question de la langue en fait qui est essentielle. C'est quelle forme on invente, quel langage en fait moi je vais proposer et essayer de partager, qui va pouvoir permettre de changer la réalité. Donc moi je passe par cette chose-là, qui est l'écriture, qui est la lecture, qui est la performance, donc qui est mon corps aussi. Enfin, c'est... Je réfléchis en même temps, mais... c'est une manière de faire front, en tout cas, ou d'entrer en résistance dans ces lieux-là, qui sont importants au sens où... moi, je suis beaucoup passée par le collectif. Je fais partie de plein de collectifs différents. La chorale Hot Bodies, qui est une chorale féministe. Le collectif RERQ, où on est 6 autrices avec un X. Parce qu'on travaille justement sur les questions du désir, du genre, des sexualités, du sexe, de la pornographie, d'écriture explicite. Et qu'on est 6 personnes identifiées femmes, donc des personnes non binaires, des personnes queer, etc. On pourrait aussi déplier toutes les nuances qu'il y a à l'intérieur de ces termes-là, qui sont très importantes. Et le fait de se constituer, je dirais, de faire front ensemble, c'est essentiel pour moi parce qu'en fait, c'est aussi différentes stratégies qui sont, en tant que personne queer, artiste queer, on n'a effectivement pas du tout le même accès aux scènes, je dirais aux scènes nationales, internationales, etc. C'est une vraie bataille qui vient se recouper aussi avec des questions de précarité. En tant qu'artiste, le créateur, il a un statut qui est précaire, mais nous, en arrivant avec ces différentes couches, j'allais dire, on est minorisé à plusieurs endroits, et de fait, ça ne fait qu'accentuer, en fait, cette différence de traitement. Je repense à justement la résidence dont je parlais avec cet artiste-là. À un moment donné, le lieu fait appel à un commissaire extérieur pour pouvoir curater une exposition de fin de résidence avec l'ensemble des résidents. Et pareil, je veux dire, j'en croise très peu des commissaires femmes, Gwyn, noires, par exemple. Elles sont où, quoi. Donc, résultat, j'ai réutilisé le texte de l'artiste Zoé Léonard, I want a DAG for president, en disant I want a curator, I want a DAG for curator. Et c'est des messages qui passent pas forcément, qui sont peut-être pris un peu comme une blague, mais en fait, pour moi, c'est vraiment essentiel. Il faut changer à ces niveaux-là, c'est qui a le pouvoir, et je suis pour une espèce de parité forcée à tous ces endroits-là, oui, ben ouais. Que les équipes qui décident en fait soient vraiment mélangées, qu'il y ait des noirs, des arabes, des femmes, des Gwyn, des PD, des trans en fait, parce que ça va nous permettre de changer les choses et d'avoir aussi accès à cette représentation, à cette visibilité-là et de faire entendre nos voix. C'est ce qu'on essaie vraiment de faire avec RERQ, c'est-à-dire on est 6 personnes très différentes, on arrive avec nos manières d'appréhender l'écriture, mais quand on est 6 sur scène, en fait, il y a quelque chose qui se passe, qui est nos énergies ensemble, elles envoient quelque chose en fait, et c'est hyper essentiel. Et on définit ça un peu comme ça, mais c'est vraiment un peu notre manifeste, c'est de dire, on vient pour baiser la littérature officielle. Parce qu'on n'est pas représenté, on n'est pas là en fait. Donc comment on fait? Donc c'est toutes ces histoires-là. Alors c'est un peu le bordel quand j'en parle comme ça, mais parce que c'est aussi le bordel à vivre. Elle est fondamentale, mais en fait j'y suis venue très tardivement. Je pense que la question du genre était beaucoup plus prédominante, la question queer. Et le fait de me définir comme racisée, c'est très honnêtement, j'ai commencé à me définir racisée il y a 1 an. Donc c'est assez, j'ai 35 ans, pour dire que ça veut pas dire. Il y a eu plein de moments d'intuition ou être dans des situations où je me posais la question. Qu'est-ce qui fait que là, il y a un rejet ou un refus, quelque chose dans lequel je me sens hyper inconfortable, mais qui ne vient pas de moi, qui vient de la personne en face ou de la situation, que j'arrive pas à identifier. Après, c'est difficile de démêler. Est-ce que c'est lié au fait que je sois une femme? Est-ce que c'est lié au fait que je sois queer? Est-ce que c'est lié au fait que je sois noire? Est-ce que c'est lié à... c'est difficile en fait de cerner, mais la question
racisés, et ça va aussi avec un changement dans la réflexion en France, parce que cette question-là arrive depuis 2 ans à peu près qu'elle est posée et mise sur la table, donc ce qui est quand même assez tardif aussi. Et c'est très important qu'on se la pose, parce qu'on est vraiment dans une société qui est assez colorblind. Je prends cet exemple-là en citant personne, mais voilà, on était dans un festival, on allait voir un film, c'était un film de Tarek Lakrissi, justement, où il fait des portraits de personnes trans, racisées, voilà, sur ces questions-là, quoi. Et on sort de ce film-là, on est avec des amis artistes, et là, l'un d'eux, qui est un PD blanc cisgenre, se sent mal à l'aise en disant en fait, j'ai pas compris. Et au fil de la discussion, j'essaye de comprendre. Je me dis, bon, je vois très bien en fait ce qu'il est en train de me dire, mais j'ai envie qu'il le dise. Je dis, qu'est-ce qui t'a gêné? En fait, son problème, c'était qu'il n'était pas représenté en tant que personne blanche. Enfin, voilà. Donc là, il y a eu vraiment une espèce une prise de conscience, mais c'est au-delà de ça. Ça a été un moment assez violent en fait, je suis obligée de me définir comme racisée parce qu'en fait, on en est encore là. Et tant que ce mot-là n'est pas martelé, on ne pourra jamais s'en sortir. Il faut qu'à un moment donné, il soit entendu et il soit compris et qu'on puisse dialoguer en fait au même endroit. Parce que là, on n'y est pas du tout, quoi. Il était choqué que je le dise, bah oui, toi t'es blanc. Ça l'a choqué. Bon, bah ouais, en fait. Donc, voilà, maintenant ça devient un mot qui est vraiment politisé pour moi. Je veux dire, jusqu'à présent, bon, bien sûr, ça remonte aussi à des moments d'enfance. Je veux dire, je viens d'une famille qui est recomposée. On est 4 sœurs. Les 2 petites dernières sont blanches et nous deux, les deux grandes sont métissées, quoi. Ben voilà, on a une grande différence d'âge. Le fait de les balader en poussette, c'était des réflexions. Les gens pensaient qu'on était la nounou, ce genre de choses, en fait. Donc, il y a plein d'endroits comme ça au quotidien où cette question-là, elle est ultra obsédante, elle est obscène aussi. Alors, le fait qu'on touche mes cheveux ou qu'on me demande « mais tu viens d'où ?» Voilà, donc toutes ces choses-là. Et donc dans le travail, évidemment, le travail artistique, le travail de manière plus générale aussi, ça se joue. Moi, je viens du milieu de l'édition. Je crois que je peux compter sur les doigts d'une main les personnes noires que je croise dans mon travail. Mais à tous les niveaux. Je veux dire, en fréquentant la scène musique expérimentale, c'est pareil, en fait. Il y a plein d'endroits où je me sens en minorité et j'en avais conscience de manière intérieure, un sentiment de c'est quand même étrange. Donc jusqu'à ce que je puisse mettre enfin vraiment des mots dessus et de partager ça aussi avec des personnes racisées, des artistes racisés, des gens comme le collectif Black to the Future, voilà, d'avoir ces conversations-là et de pouvoir se parler en fait de ce qui nous concerne et de ce qui concerne tout le monde. Mais c'est juste qu'au d'abord on a besoin de cette phase-là pour désarticuler les problématiques et vraiment comprendre en fait quel est qu'est-ce qui je sais pas comment dire, mais qu'est-ce qui frotte, quoi, parce que c'est vraiment ça. Donc dans le travail artistique, assez bizarrement, je veux dire, quand j'écris, par exemple, oui, mon jeu, le jeu qui parle dans mes textes, c'est un jeu qui sera en écriture inclusive, où cette question-là, elle est complètement... je veux dire, moi, c'est des choses que j'ai intégrées. C'est-à-dire que là, on parle, où, dans l'espace public, je peux être perçue comme une personne féminine, au féminin, mais moi, à l'intérieur, c'est très différent. Toutes ces questions de genre, elles sont... je les ai travaillées, je les ai digérées, je les ai intégrées. Et pour moi, je ne m'articule plus du tout à cet endroit-là. Je veux dire, homme, femme, pour moi, c'est des catégories qui n'existent plus, en fait, déjà. Bon, malheureusement, dans une société où on a encore besoin d'utiliser ces mots-là pour pouvoir se parler et essayer de construire des choses, parce qu'on est encore à cet endroit-là. Mais dans mon écriture, en fait, je me suis aperçue, justement, en commençant à réfléchir de manière articulée, en lisant des textes aussi sur la question, qu'en fait, mes personnages, je ne leur donne jamais une couleur de peau. Pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas... c'est assez étrange. Donc, du coup, je me pose la question, est-ce que je dois le faire? Est-ce que je ne dois pas le faire? Est-ce que c'est important? Ou comment on fait pour construire... pour construire des personnages où cette question-là, en fait, ne met pas à distance, ou en tout cas n'est pas essentielle, parce que je travaille vraiment à partir de fragments, c'est des choses poétiques, pas de l'ordre du lyrique, mais plutôt du récit politique. Mais donc je préfère travailler sur des sensations, des impressions que n'importe qui, en fait, quel que soit son sexe, sa couleur, etc., son bord politique même, j'imagine, dans lequel il
il peut aller chercher les choses en fait et être touché par des émotions ou quelque chose de l'ordre du sensible. Donc j'ai pas résolu cette question et je crois pas en fait que j'ai envie d'aller vers ça. J'ai envie de rester dans quelque chose de, en fait, qu'on puisse y mettre ce dont on a, enfin, ce qu'on a besoin de projeter en fait dans ça. Et c'est la grande force de l'écriture aussi, c'est qu'à un moment donné, en étant dans des réseaux queer, et ça va du militantisme à l'artistique, parce que pour moi c'est vraiment intermêlé. Ces réflexions, on les a tout le temps, on est tout le temps en train de déplier chaque mot, de décortiquer chaque chose, chaque pensée. Donc il y a une espèce de surplus théorique qui est tout le temps là. Et moi des fois j'aimerais juste rester au niveau du sensible en fait, et de me dire mon expérience esthétique c'est quoi. Bien sûr, c'est lié aux politiques. Je veux dire, la forme est politique. On ne peut pas choisir d'écrire comme ci ou comme ça sans se poser la question de quelles conséquences ça a sur le réel, en fait, ce qu'on est en train de produire. Mais j'ai pas, en tout cas, cette question racisée-là, j'ai pas envie de la porter dans mon écriture. Je suis vraiment plus sur la question queer, la question du désir, la question du corps. Et ça, je crois que ça peut se déployer de manière... j'allais dire universel, c'est un mot qui me pose problème, puisque bon, pour l'instant l'universel il est quand même toujours défini à la mesure d'un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, donc c'est compliqué, mais de me dire qu'effectivement, quel que soit son background ou son parcours ou ce qu'on vient chercher, on peut trouver quelque chose en fait dans ce que j'écris. Bon, après, je ne sais pas si les chiffres de 2017-2018 sont sensiblement les mêmes ou pas, mais en même temps, c'est une histoire qui est tellement vieille comme le monde, j'ai l'impression qu'on dit la même chose depuis tant d'années. C'est épuisant et ça dit que ça avance très lentement, quoi. Et que les luttes, on a besoin de continuer de lutter. Et que le problème, il est vraiment... Nous, on arrive un peu en bout de course, c'est-à-dire que on arrive au moment où le monde est dans un certain état et on va essayer d'aller contre. Donc on va descendre en rue, on va manifester, on va faire un certain nombre d'actions, on va avoir des pratiques artistiques qui vont essayer de visibiliser, de pas porter un message. Je me situe pas... j'aime pas du tout le mot engagement. Je crois que je préfère le terme investir. Qu'est-ce qu'on a investi ? Quel lieu on investit, quel espace on crée, quel lien on investit aussi, et de chérir plutôt ces choses-là. Mais donc on n'arrive pas en bout de course, on arrive à un état, dans un état où on doit faire avec les choses. Et on continue comme ça depuis 100 000 ans, juste à être contre, en fait, à aller contre, alors qu'en fait il faudrait qu'on recommence à l'origine, c'est-à-dire l'éducation. Oui. Si la différence elle est toujours folle entre, je sais pas, en tout cas dans le milieu de la culture, moi j'étais en prépa, j'ai fait plutôt des études de lettres, après d'édition, oui on était beaucoup de filles, de femmes, et pour finalement sur le marché du travail se retrouver ces messieurs à la direction et ces jeunes gens dans un travail qui est vraiment un travail d'ouvrière. Et en tout cas moi dans mon métier qui est lié à l'édition, je me définis vraiment comme ouvrière éditoriale. Parce qu'il y a cette question-là, qui est je ne suis pas à un endroit de pouvoir. Et donc cette question du pouvoir, je dois aller la chercher ailleurs. Et j'aime beaucoup cette distinction que fait dans mes lectures féministes Starhawk, justement, sur la différence entre le pouvoir sûr, qui est le pouvoir effectivement d'instance de domination, et le pouvoir du dedans. C'est des choses qui sont liées à la magie, c'est des choses qui sont liées... je parlais du fait d'être dans une chorale féministe, je crois que c'est à cet endroit-là où, en partageant le chant, c'est des énergies en fait, qui sont des énergies qui peuvent être à la fois des énergies de soin et en même temps des énergies de destruction hyper puissantes. En fait. Pour moi, c'est une arme. Donc quand on va en manif, par exemple, le fait de chanter ensemble, ça a un effet en fait, qui est assez fou, quoi. Et je suis en train de faire plein de digressions, mais peut-être qu'à un moment donné, je vais retomber sur mes pieds. En tout cas,
de recommencer, enfin, repartir de comment est-ce qu'on éduque, évidemment, les, les- les enfants et nous-mêmes, enfin les adultes aussi, on a besoin des mêmes choses là-dessus. Moi, je crois vraiment à la formation, en tout cas, je défends ce droit à la formation toute la vie. Enfin, la preuve étant, je suis à nouveau en reprise d'études et je refais encore un master cette année. Bon, bah, voilà. Mais c'est l'institution, c'est là aussi l'université en fait, c'est ces lieux-là, c'est les lieux de savoir. On doit décoloniser le savoir de la même manière qu'on doit décoloniser la pensée, les corps, la littérature, enfin le travail. On ne vit pas du tout dans une société qui est post-coloniale ou post-post-post. Enfin non, on est encore dedans jusqu'au cou quoi. Et la question de l'université, parce que là en ce moment j'y suis vraiment pleinement dedans, enfin elle est assez atterrante à plusieurs niveaux, c'est-à-dire de me retrouver confrontée à un corps enseignant dont certains sont formidables et dont soudainement on est en cours de traduction et là un professeur cite Béatrice Preciado et là je lui fais la réflexion, mais en fait c'est Paul B. Preciado, ah ben on va pas polémiquer, très bien, donc Paris 8 quand même, études de genre, tout ça, enfin voilà. Donc souvent, enfin, j'ai beaucoup d'espoir dans plein de choses, mais il y a beaucoup de moments où en fait je me reprends cette que ce soit un plafond de verre, une porte, j'en sais rien, on peut avoir plein d'images pour symboliser ces moments-là, mais ouais, enfin, c'est assez fou, enfin, de se dire que quelle que soit en fait l'énergie qu'on peut mettre dedans, parce que la lutte elle est au quotidien, enfin, c'est pas seulement quand on descend en manif le samedi. C'est dans la manière dont, je sais pas, je pense à cet exemple-là, enfin, c'est très loin de l'artistique, mais en même temps ça fait partie de la même chose, ça nourrit la même chose. Je suis au parc, je suis en train de lire, on va genre, les gamins qui courent, ouais, PD, eh ben, je vais le choper, je vais dire, alors pourquoi tu dis PD? Tu sais ce que ça veut dire, voilà, c'est de faire de la pédagogie tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps en fait. Et ça fait aussi partie de notre travail quotidien, je crois. En dehors de ces lieux institutionnels où on montre des choses créatives, artistiques, bah, il y a aussi ces choses-là qui... C'est un travail qu'il faut faire, quoi. Et je me suis beaucoup égarée en chemin, mais par rapport à la question. Mais c'est de commencer par là, c'est d'être tout le temps vigilant, en fait. Et oui, enfin, je suis en classe et quelqu'un dit une grosse connerie, ben en fait, je vais le dire. Et même si ça fait 10 fois que je dois dire la même chose, et ben, je vais continuer à le dire, en fait, jusqu'à ce qu'à un moment donné, bah, on puisse faire bouger ces choses-là. Yes, my dear. Je crois que je suis féministe as fuck. Ça, c'est sûr et certain. Et que je suis de plus en plus féministe d'année en année, je crois. Après, c'est un apprentissage qui s'est fait vraiment lentement aussi. Enfin, je pense que j'ai vraiment commencé d'abord de manière assez intense. Par exemple, moi je viens de province, donc en arrivant à Paris, enfin, les études, etc. Mais c'est surtout qu'à un moment donné, j'ai pu en fait vivre ouvertement mon désir, ma sexualité, enfin, faire des expériences de cet ordre-là, en fait, chose à laquelle j'avais pas vraiment accès avant. Et ça a ouvert quelque chose, bien sûr, d'assez fou. Mais du coup, j'ai commencé par faire du draking pendant 15 ans, avec Wendy Delorme et Louise Deville. J'ai fait du porno. Enfin, soudainement, j'ai eu des expériences qui étaient effectivement assez intenses et qui m'ont porté à réfléchir, pas vraiment à réfléchir, mais d'abord à ressentir. Donc, je dirais que le féminisme, pour moi, ça a d'abord été une espèce de joie créative, parce que c'était quand même ça aussi, et c'est d'abord passé par le corps, avant d'arriver à quelque chose de théorique. J'ai mis vraiment, enfin, moi j'ai commencé à lire des auteurs, autrices féministes assez tardivement. Je veux dire, Monique Wittig, j'ai découvert tard. Enfin, Cathy Hacker, j'ai découvert cette année. Enfin, en fait, je pense que c'était il y a 5-6 ans. On a eu une conversation avec des amies enseignantes et je suis rentrée chez moi et j'ai regardé ma bibliothèque. Et là, je me suis rendu compte qu'effectivement, il n'y avait quasiment que des hommes. Donc, à partir de là, j'ai commencé à redétricoter en fait ce que j'avais appris. Pas en mettant de côté les choses que j'avais lues et qui m'avaient touchée et dont j'avais eu besoin, mais en allant effectivement voir ailleurs, lire des femmes afroféministes, déplier cette chose-là, enfin de la théorie queer, etc., etc. Donc ça, ouais, c'est vraiment lent. La déconstruction, elle est lente, quoi. Mais en même temps, c'était assez essentiel de prendre le temps. Je suis quelqu'un d'assez lent, donc ça m'allait parfaitement. Et ça. Après, voilà, je viens aussi d'un milieu
En tout cas, mon histoire, ma mère est féministe. Je pense que c'est intéressant aussi la question du féminisme, des féminismes par génération. C'est-à-dire que ma mère a eu une certaine vision du féminisme, elle nous a inculqué certaines choses, et en même temps de voir aussi, forcément, le rapport parent-enfant, de voir que c'était pas forcément des choses qu'elle avait pu mettre en opération dans sa propre vie. Donc c'était des discours, c'était des envies. Donc forcément, enfin, ces projections-là ou ces choses-là, on les intègre. Mais du coup, moi, j'ai dû tricoter à nouveau, voilà, ces choses-là, pour comprendre où était vraiment ma place par rapport à ces questions-là et quelle vision du monde en fait ça dit, quel rapport en fait ça crée aussi avec les gens. Et du coup, je reviens aussi sur cette première question qui est le fait d'être en collectif, le fait de choisir en fait les personnes avec qui on travaille dans le milieu de l'art ou ailleurs. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment percuté depuis 1 an et demi, 2 ans, en me disant mais en fait, j'ai le droit de choisir les gens avec qui je veux travailler et les gens avec qui je me sens bien et avec lesquels en fait on peut parler le même langage. Ça ne veut pas dire qu'on se comprend toujours, mais ça veut dire qu'à un moment donné on va pouvoir avancer dans les mêmes directions, que ça ne va pas être une lutte constante, ne serait-ce que pour monter un projet, quoi. De savoir s'entourer, donc vraiment de créer des alliances et de créer en fait des espaces où on peut aussi faire entendre ces voix-là et d'inventer en fait nos propres représentations, parce que c'est ça qui m'a beaucoup manqué. Et je pense que si je suis venue à tout ce pan féministe de la littérature, etc., littérature et autres, hein, c'est pas non plus par hasard, c'est parce que, non, effectivement, en allant à l'école, et Dieu sait que, Dieu, alors je sais pas pourquoi je mets Dieu là-dedans, mais c'est une expression qui m'échappe, Dieu avec un E, l'école m'a sauvée d'une certaine manière, donc, moi j'ai eu besoin de l'école, j'ai eu besoin de la littérature, donc cet endroit-là, c'est un endroit qui est essentiel aussi. C'est pour ça que je parlais d'éducation tout à l'heure, c'est qu'en fait il faut changer ces endroits-là, c'est hyper important, parce qu'en fait c'est là que ça commence d'une certaine manière. C'est pas juste dans la cellule familiale, c'est le premier rapport à l'extérieur, c'est ça en fait, et qu'est-ce que ça raconte, et qu'est-ce que ça t'enseigne, quoi. Et bien sûr, c'est pas des lectures qu'on nous a conseillées tout au long de ma scolarité, donc c'est des rencontres, c'est vraiment ça. Je crois que et ma pratique artistique, mon écriture, tout en fait, je suis construite de rencontres que j'ai faites par hasard, ou pas d'ailleurs. Je crois qu'il y a aussi des choses qui s'alignent, plus ou moins, quand on est aux bons endroits, au bon moment. Et donc je remercierai jamais assez, toutes ces personnes-là qui m'ont permis vraiment de m'échapper, en fait, d'une espèce de pensée continuum où en fait je ne me sentais pas du tout à l'aise parce que c'était pas moi. Donc la question du genre, j'y reviens aussi parce que c'est assez... je vais le prendre par ce bout-là parce que c'est intéressant. En parlant d'artistes, moi il y a un truc que j'adore, c'est les présentations, les critiques d'exposition ou le moment où on doit parler de sa biographie. Voilà. Donc tous ces petits formats-là qui sont extrêmement normés, normatifs, c'est des endroits, je pense, qui sont aussi des endroits de discours, mais qui sont des endroits de domination extrême aussi, de dire je vais essayer de glisser des petites choses qui ne sont pas forcément attendues. Donc oui, utiliser l'écriture inclusive, c'est un exemple pour moi. Je vais mettre un point, auteur, point, point. Voilà. Donc de ne pas choisir d'être considéré comme un genre ou de changer ma date de naissance, par exemple. Tout le monde s'en fout, de savoir quel âge j'ai. Je veux dire, venez voir ce que je suis en train de produire, ce que je suis en train de proposer. Voilà, donc c'est à des petits endroits comme ça, c'est des interstices où je me dis, il y a des choses à faire, il y a des choses à retravailler et être un peu... la subversion, elle est là, je pense. Et on en a besoin. Aujourd'hui, le mot queer, il est en train de... Alors, je sais pas, je le formule comme ça parce que c'est mon sentiment, mais il est en train de nous échapper, il est en train de devenir extrêmement mainstream, ça devient à la mode, ça veut dire que vous êtes sollicité en tant qu'artiste, non pas pour montrer votre travail, mais par exemple pour faire un workshop sur la question queer. Ça nous place à des endroits en fait qui sont, moi qui m'énervent, vraiment ça m'énerve. C'est comme si tout ce travail de déconstruction que les milieux queer, les cultures queer, il y en a plusieurs, il y a plein de nuances aussi à l'intérieur de tout ça, donc voilà, il faudrait encore une autre heure pour en discuter, mais
toute ce matériau de pensée en fait qui dans ces milieux-là et ces cultures-là sont enfin, c'est là et on essaye de déployer et de comprendre. Soudainement, ça devient assez séduisant en fait pour l'extérieur qui aimerait récupérer juste le côté care parce que c'est super cool. Enfin, donc je pense que c'est bien que ce soit mis sur la place publique et qu'on puisse en parler, mais je pense que nous, en tant que personnes queer, en tout cas qui se définissent dans cet arc-en-ciel-là, je sais pas trop, on puisse redéfinir aussi ces termes-là et leur réinjecter quelque chose de politique. Parce que ça, on va le perdre sinon, en fait. Et c'est essentiel que ça ne se perde pas, quoi. En tout cas, ce que j'essaye de faire dans mon travail, dans l'écriture, c'est ça. L'écriture, ouais, c'est passionnant aussi comme sujet. Enfin, je sais pas, enfin, le fait de parler beaucoup de désir, ou en tout cas de pratiques queer, c'est comment est-ce qu'on traduit ça, en fait, dans une écriture qui est, dans un langage qui est un langage de la domination, déjà. Enfin, donc, comment on va pervertir cette chose-là, comment on va la faire bouger, quel terme on va pouvoir inventer. Et là, en ce moment, je suis en train de me dire, quel terme on pourrait créer pour dire le mot queer, en fait. À un moment donné, il faut qu'on change aussi et que... Qu'est-ce qu'on peut inventer? Parce que les réalités, elles changent, donc le langage, il change. Et inversement, si on change le langage, eh ben, on va aussi changer les réalités. Donc c'est un truc qui est tout le temps entremêlé et auquel il faut... Enfin, en tout cas, moi, je sais pas, j'y pense tout le temps, quoi. Je peux pas faire autrement, mais... En plus, là, j'ai découvert un mot qui est formidable, c'est circlusion. Alors, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Non, ben, en fait, alors, je n'arriverai pas à prononcer le nom de l'artiste qui l'a fait émerger, mais c'était il y a 2 ans déjà. Et circlusion, c'est pour définir le pendant inverse de la pénétration. Donc, en général, on a toujours cette image de, je sais pas, un trou et elle utilise l'écrou et la vis, par exemple. Et ben, du coup, ça départit vraiment. On s'imagine toujours que du côté pénétration, c'est un côté, enfin, c'est lié vraiment au langage de la domination, et donc l'espèce d'élément qui reçoit serait donc passif. Et donc le terme circlusion dit exactement l'inverse, c'est-à-dire que dans cette même action, ça raconte l'aspect actif de l'objet qui reçoit, parce que l'objet ne reçoit jamais, il donne en même temps aussi. Et en fait, ça m'a fait cogiter, mais... Et ça mettait un mot sur quelque chose que j'essaye de faire dans mon écriture aussi, c'est quand on parle qu'on écrit une scène de sexe et qu'on doit raconter des pratiques qui sont singulières, en tout cas à ces personnes, etc. Mais comment est-ce que je dis un organe sexuel qui soit, si c'est une chatte, ou si c'est un god par exemple, quel terme on emploie? On a beaucoup ces débats-là, parce que dans le collectif RERQ, donc avec Claire Finch, Élodie Petit, Wendy Delorme, Rebecca Chaillon, Camille Cornu et moi-même, on a ces débats-là. Claire est américaine aussi, donc quand on fait des traductions, le mot coq, comment tu le traduis? Est-ce que c'est bite? Est-ce que c'est queue? Est-ce que c'est etc. En fait, ça ouvre à un monde qui est délirant, parce que c'est hyper important, le mot qu'on choisit, les mots qu'on choisit. Et par rapport à ce terme circlusion, c'est ça, c'était de dire comment... En fait, là, j'ai envie d'écrire un poème qui serait un poème sur... une ode à ma chatte, mais de pouvoir décrire ma chatte, pas du tout en termes associé à une image de trou, de contenant, etc., mais d'être plutôt dans l'inverse. Donc j'étais absolument ravie de trouver ce mot sur ma route, et donc je vais en faire quelque chose. Et c'est pour dire la puissance, en fait, que le langage a sur nous, sur nos corps, sur nos manières aussi de limiter le champ des possibles pour nous, quoi. Si on arrive à ouvrir ça à cet endroit-là, on va gagner des années de lutte, hein. Donc je commence par l'écriture.